Merci de nous rejoindre sur Al24 News. C'est l'heure des pros de l'écho, émission que nous avons choisi de consacrer ce soir à un pays qu'on dit pas comme les autres, avec une économie quasiment inconnue du grand public, mais que nous allons découvrir ce soir à l'occasion de la visite d'État effectuée par le président algérien Abdelmajid Tebboune cette semaine. Avant de commencer notre émission, jetons un coup d'œil aux indicateurs économiques du sultanat d'Oman qui vont s'afficher sur l'écran. Nous avons un PIB d'environ 110 milliards de dollars en 2023, un PIB par habitant équivalent à 23 295 dollars, toujours selon les données de la Banque mondiale en 2023. Une croissance en 2024 qui a atteint les 1,4% selon les dernières perspectives du Fonds monétaire international. Et enfin, une inflation estimée à 0,40% en septembre 2024. En moyenne annuelle, elle est estimée à 2%. D'autres chiffres, d'autres indicateurs vont s'afficher à l'écran devant vous. Des recettes hydrocarbures estimées à 35% du PIB en 2024 selon les chiffres de la COFAS. L'investissement, il représente 25% du PIB de ce pays. Le tourisme, quant à lui, représente 2,5% du PIB. Une croissance des exportations qui atteint les 60% du PIB en 2024 également. D'autres indicateurs vont s'afficher à l'écran. La hausse des recettes du tourisme, 10%, soit 3,3 milliards de dollars, un excédent de la balance commerciale estimé à 6,6 milliards de dollars en mars 2024. Enfin, des exportations hors hydrocarbures en fanfare, 4,9%, soit 5,9 milliards de dollars en mars 2024. Toujours, à quoi ressemble donc l'économie du sultanat d'Oman? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il s'agira donc d'économie du sultanat d'Oman ce soir que nous allons tenter de décrypter avec nos experts, à commencer par Mustapha Bekidesh, expert international en économie et en énergie, qui m'accompagnera sur ce plateau ce soir. Monsieur Bekidesh, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité pour un sujet atypique mais très intéressant. Salim Saifi, expert en diplomatie économique, nous rejoindra quant à lui en direct depuis Paris. Salim, bonsoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation. Dans quelques instants, nous rejoindra également par Skype depuis Alger Farid Ben Yahya, expert et consultant international en économie. Sans transition, commençons ce débat avec vous, Mustapha Bekidesh. Alors, lorsqu'on évoque l'économie du sultanat d'Oman, que vous vient-il à l'esprit si l'on considère que le pays s'ouvre au monde après une période marquée par une certaine forme, entre guillemets, de protectionnisme? Le mot est peut-être un peu fort, mais bon, il a été utilisé par certains experts. Il est un peu fort, parce que je ne crois pas que ce soit le protectionnisme. C'est nous qui ne connaissons pas assez, si vous voulez, ce pays-là, qui gagnerait d'ailleurs à être très connu, parce que, en m'invitant à cette émission, j'ai fait quelques recherches et c'est effectivement l'un des rares pays d'abord du Golfe que je n'ai pas visité et qui est extrêmement intéressant et qui, sur le plan de son itinéraire de diversification économique,
a des traits qui ressemblent beaucoup à la voie qu'a emprunté mon pays, l'Algérie. Et de ce point de vue-là, il y a un autre élément qui me semble important, c'est que Oman a une identité culturelle et historique importante, en plus d'une importance stratégique. Il ne faut pas oublier le détroit d'Ormuz, par lequel passent de grosses quantités d'approvisionnement des marchés internationaux de GNL, mais aussi de pétrole brut. Alors tout ça fait qu'il est extrêmement intéressant d'aller un peu plus en profondeur pour faire connaître à notre opinion publique toutes les caractéristiques importantes et puis les perspectives aussi de coopération qui s'ouvrent avec l'Algérie, qui manifestement empruntent un peu des cheminements de diversification qui ont quelques traits communs que nous évoquerons peut-être si nous avons le temps. Très bien, bien entendu, Mostafa Mekidesh, Bercy. Même question, Selim Saïfi, lorsque l'on évoque l'économie du sultanat d'Oman, que vous vient-il à l'esprit ? Alors, c'est un pays que je connais pour l'avoir visité à plus d'une reprise. En effet, c'est un pays qui est discret, mais qui a des atouts économiques importants qui reposent sur plusieurs piliers qui lui permettent de renforcer sa position dans la région du Golfe et par extension au Moyen-Orient. Je vais en citer 3. Le premier a été cité par M. Mekidesh, mais c'est sa position géographique. On peut la qualifier de stratégique. À l'entrée du Golfe Persique, Oman dispose en fait d'une position géographique qui est privilégiée puisque c'est un carrefour entre l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, et ce qui en fait un point de transit idéal pour les routes maritimes. On peut citer le port de Salalah, qui est en fait le deuxième port de la région du Golfe après le port de Jebel Ali, et qui en fait une infrastructure clé pour les échanges régionaux et internationaux, notamment en matière de transit de marchandises. Le deuxième point, le deuxième pilier qui est important à citer, c'est les ressources naturelles dont jouit le pays. Effectivement, à peu près un tiers du PIB d'Oman aujourd'hui provient des hydrocarbures. Alors effectivement, le pays est bien moins riche en pétrole que ses voisins, mais il dispose quand même de gaz naturel, de réserves de gaz naturel importantes. Il mise de plus en plus dans son développement sur l'exportation et également alimenter la demande croissante du pays, notamment compte tenu des ambitions de diversification économique qui existent en Oman. Il dispose de ressources minérales, notamment son de minières. C'est l'un des points communs qu'il a également avec l'Algérie. Et enfin, un point important qu'il faut noter, il me semble, Oman se distingue aussi par une tradition culturelle. Salim, je me permets de vous interrompre parce qu'on a des difficultés à établir une liaison stable. Nous allons tenter d'y remédier immédiatement et je reviens vers vous dans un petit instant. Mostafa Mekidesh, alors le sultanat d'Oman est un pays qui jouit d'une stabilité politique devenue rare dans cette région du monde. Tous les experts géopolitiques s'accordent à l'affirmer. C'est aussi un pays interlocuteur, médiateur, un pays qu'on dit facilitateur. Également, dans de nombreux dossiers stratégiques, je peux citer en exemple le dossier du nucléaire iranien. Comment fait-on pour capitaliser de tels atouts politiques sur le plan économique ? Moi, je crois qu'effectivement, c'est l'un des aspects qui est important et qui rapproche ce pays, d'ailleurs, des positions, si vous voulez, algériennes en matière de diplomatie, mais également en matière de position plus générale sur les questions géostratégiques. C'est la discrétion, vous l'avez dit, mais c'est aussi donc un go-between qui a été utilisé lorsqu'il y a eu des discussions entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran dans le cadre du dossier nucléaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un pays qui manifestement a développé des capacités, si vous voulez, de négociation et d'intermédiation, comme on dit, extrêmement intéressantes et qui vont servir à l'avenir et qui le prédisposent à devenir un pays respecté et qui peut jouer ce rôle. Par ailleurs, sur le plan économique, c'est un pays modeste du point de vue de la production du gaz et du pétrole. Donc le pétrole, c'est 50% de ses exportations d'hydrocarbures, le gaz naturel, c'est 10%. Et on voit qu'il a pu développer, malgré cela, il a pu développer d'autres secteurs. Il a commencé d'ailleurs la diversification de son économie dès la crise de 2014, des prix du pétrole, la crise de 2014. Donc Oman a entamé une diversification qui a été d'abord
au sein des secteurs des hydrocarbures en développant une pétrochimie importante. Oui. Et également, et ensuite, en essayant donc, de développer d'autres secteurs, comme le secteur de la pêche, oui. Paradoxalement, le secteur de l'agriculture. Mais il dispose de ressources, de richesses halieutiques très importantes. Tout à fait, et aussi sur le plan du tourisme. Plus de 3000 km de littoral. Tout à fait. Alors, donc, ça signifie qu'il est arrivé, par exemple, à desserrer la contrainte d'endettement dans laquelle il était enserré. Donc, à titre d'exemple, en 2020, donc, sa dette extérieure était de 70%. Il l'a ramené en 3 ans à 38%. En opérant, entre autres, des réformes drastiques sur le budget. Absolument. Et ça signifie qu'il y a donc une gouvernance non seulement stratégique et géopolitique intéressante, mais également une gouvernance économique tout à fait remarquable. Et il fait partie des pays que le FMI décrit comme étant à revenus supérieurs élevés, puisqu'ils sont 5 millions d'habitants seulement, dont 47% sont des expatriés. Et là, sur le plan du capital humain, je pense que les échanges avec mon pays, l'Algérie, peuvent être tout à fait intéressants. Donc pour être élargi, puisque nous-mêmes nous avons un IDH, un capital humain donc diversifié et disposant de certaines expertises, elles peuvent donc, pour un pays dont la démographie n'est pas suffisante, peut-être apporter cet appui-là et ces échanges. Merci Mostafa Mekidesh. Selim Saifi, vous l'avez dit, vous qui connaissez bien la région, pour y avoir vécu et travaillé durant de longues années, quels sont selon vous les atouts tout simplement du sultanat d'Oman en matière économique, un pays que l'on connaît, je le rappelle, si peu au final? Selim Saifi, est-ce que vous m'entendez? Entendez-vous? Oui. Très bien. Ce que je disais, c'est qu'il y a un atout important que j'ai cité, la position géographique du sultanat d'Oman, qui est en fait au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est un atout important puisque ça a permis au pays en fait de construire des infrastructures de transport et de logistique. Oman a investi dans des infrastructures de logistique pour en faire en fait un hub régional. Si on parle par exemple du port de Doukoum, qui est en fait un port important, qui est relié on va en parler, aux routes, aux voies ferrées, aux zones industrielles. Il offre aujourd'hui une vraie alternative pour des entreprises qui recherchent des facteurs d'attractivité solides pour accéder à différents marchés, notamment les marchés de la région. Très bien, merci Salim. Même question peut-être Mostafa Mekidesh. Oui, vous disiez qu'on ne connaît pas assez. Mais je pense que la Sonatrach connaît bien. La Sonatrach connaît bien, on va y revenir. Parce qu'elle a donc un grand complexe, si vous voulez, fait un investissement commun avec les Omanais. Et nous avons le complexe algéro-omanais oui, on va en parler. d'Angré à Arzeu, qui est un investissement de plus de 2,4 milliards de dollars et qui produit de l'ammoniac NH3, donc 1 350 000 tonnes, et aussi de l'urée, et qui est à 80% exporté, 10% étant réservé pour le marché intérieur. D'autant plus que l'urée qui provenait par exemple de Russie est devenue peut-être inaccessible, une alternative. Oui. Ça signifie que finalement, si vous voulez, cette joint venture, où la Sonatrach détient 49% et la partie omanaise détient 51%, fonctionne de façon tout à fait remarquable. Oui. Et donc, parce que... Un modèle de joint venture. Tout à fait. Et ça peut ouvrir la voie à d'autres investissements dans la pétrochimie. Je crois que dans la déclaration finale, à l'issue de la visite du président de la République, on en parle, la pétrochimie fait partie comme une l'un piste des secteurs, à développer. Et je pense que de ce point de vue-là, ils ont eu la possibilité de développer et ils ont les capacités de management à l'international pour pouvoir multiplier d'autres opérations avec Sonatrach, par exemple. Ça ce n'est qu'un exemple. Il peut y avoir à l'inverse aussi d'autres échanges et d'autres possibilités d'investissement. D'ailleurs, il y a eu la création d'un fonds d'investissement commun. Oui, on va en parler en deuxième partie d'émission, entre l'Algérie et Oman. Alors ça signifie qu'il y a donc à la fois si vous voulez, des pistes et des possibilités, un potentiel d'échange important qu'on ne soupçonnait pas peut-être, que tout le monde ne soupçonnait pas. Et ça, c'est tout à fait intéressant.
Selim Saifi, je rappelle les chiffres tantôt présentés, avec un PIB d'environ 110 milliards de dollars en 2023, selon les chiffres de la Banque mondiale. PIB par habitant avoisinant les 23 300 dollars et une croissance aux alentours de 1,4% en 2024, selon les prévisions du FMI. Dans quelle catégorie joue au final l'économie du sultanat d'Oman, si l'on considère qu'il s'agit avant tout d'un pays, entre guillemets, riche en hydrocarbures? Oui, tout à fait. Il faut rappeler un facteur important, c'est que au-delà des chiffres et des notions économiques que l'on connaît sur Oman, il y a un point qui est extrêmement important, qui est assez mouvementé, c'est qu'en fait, le sultanat d'Oman il est reconnu pour sa stabilité politique et sa politique étrangère en fait de neutralité dans la région, oui. Qui est souvent marquée par le conflit. Et en fait, cette stabilité attire des investisseurs qui sont en quête de sécurité, notamment pour leurs capitaux. Le sultanat d'Oman et sa politique étrangère ont fait un acteur qui est en fait respecté, qui peut jouer des rôles d'intermédiaire et attirer des partenariats internationaux. Et c'est le cas notamment, comme on l'a vu lors de la visite du président, des partenariats internationaux. La stabilité du pays et ses réformes pour améliorer le climat des affaires sont aussi des éléments qui sont très attractifs pour les investisseurs. Merci Salim. Parler d'économie au sultanat d'Oman, c'est parler infrastructure avant tout également. Salim Saifi l'a précisé, Mustafa Mekidesh, car le pays est candidat pour devenir une plaque tournante logistique grâce à ses ouvertures maritimes dans une région par laquelle transite la majeure partie du commerce international, n'est-ce pas? Tout à fait, donc il peut être, et cela, donc ça fait partie de sa stratégie. Sur le 1%, le 1,1% de croissance qui me semble... 1,4, oui, c'est un chiffre relativement... Ça reste faible. Pourquoi? Oui. Parce que donc ils sont rentrés dans une opération de désendettement, oui, qui a fait que leurs investissements, évidemment, ont diminué pour pouvoir donc assainir leur budget et leurs finances extérieure et intérieure. Donc, c'est ce qui explique peut-être. Mais dès que ceci est en train d'être obtenu, donc je vous ai indiqué donc, le désendettement qui a eu lieu depuis 2020 jusqu'à 2023, passant de 70% de dette, si vous voulez, à 38%. Donc, ça va les amener maintenant donc, à réinvestir, et notamment dans les infrastructures, dans les hubs qui peuvent à la fois être des hubs régionaux en direction de l'Iran, mais oui, également en oui, direction des pays du Conseil de coopération du Golfe, dont ils sont membres. Donc et ça, je pense que ça peut être, c'est une piste donc ils sont en train. Et également les infrastructures touristiques, oui, donc qu'ils vont développer, et leur secteur de la pêche. Alors tout ça, donc ce sont des secteurs de diversification. Sur lesquels donc leur vision 2040. 2040, donc, on va en parler. Ils ont une vision 2040. Oui. Donc, projet ambitieux. Donc sur lesquels donc ils vont donc avoir donc si vous voulez de nouveaux moteurs de la croissance qui vont être allumés à l'issue donc des investissements qui sont en cours d'ailleurs dans l'agriculture aussi d'ailleurs, oui, parce que contrairement aux autres pays donc du Conseil de coopération du Golfe, donc ils ont une partie agricole, donc ils n'ont pas que la partie disons désertique, ils ont également une partie donc arrosée donc, bien arrosée, et qui un peuvent certain donc modèle d'agriculture saharienne, tout comme l'Algérie. Tout à fait. Salim Saifi, cette question des infrastructures, justement, est-ce qu'elle fait aujourd'hui, grâce à ces infrastructures dont vous avez cité quelques-unes, le port de Salalah, mais aussi le port de Dourkheim, est-ce qu'elle peut faire du sultanat d'Oman la future plaque tournante logistique de la région? En tout cas, c'est l'ambition des autorités omanaises de faire de ce projet de port un port connecté à la fois à sa région et au monde. Il faut citer un point important, c'est que ce port dispose également d'une infrastructure industrielle importante, une zone industrielle, des infrastructures logistiques, oui, pétrochimiques et même un aéroport. Celui de Dourkheim. Voilà, vous parlez du port de Dourkheim, oui. L'aéroport qui est implanté au sein même de la zone logistique. Exactement. Donc, c'est un projet aujourd'hui et il bénéficie d'une situation géographique qui est très intéressante parce qu'en fait, elle permet au gouvernement omanais d'envisager le développement d'un hub de taille, notamment avec l'implantation d'investisseurs étrangers. Il repose beaucoup sur la contribution d'investisseurs étrangers et en ce sens,
le port se développe, il est rapidement devenu le point d'entrée des nouvelles routes de la soie. Situé au sud du pays, rappelons-le. Tout à fait. Donc des nouvelles routes de la soie, puisqu'en plus de contourner le détroit d'Ormuz, le port de Douk est à mi-chemin entre le port de Gwadar au Pakistan et le port de Djibouti, qui sont déjà deux ports investis par les Chinois. Très bien, donc en matière d'intégration, en infrastructure logistique, le sultanat d'Oman est prêt à accueillir de nouveaux investissements. Farid Ben Yahya, je rappelle, l'expert international en économie, vient de nous rejoindre. Il est avec nous par téléphone. Bonsoir, monsieur Ben Yahya. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, 5 sur 5. Farid Ben Yahya, je vais vous poser la même question qu'à mes deux autres invités. Lorsque l'on évoque l'économie du sultanat d'Oman, que vous vient-il à l'esprit? Premièrement, je vous salue ainsi que vos invités et nos chers téléspectateurs. Bon, c'est vrai que le sultanat d'Oman, c'est un pays qui est situé dans une région, je dirais, géostratégique très très importante. Il a des relations très sages avec l'ensemble des pays de la région, les pays du Golfe. Il a aussi de bonnes relations avec l'Asie centrale, de bonnes relations avec les Chinois, les Russes, etc. Et ainsi que les Occidentaux. Le sultanat d'Oman actuellement cherche à se développer parce que c'est vrai que je dirais que l'ensemble de ses exportations, c'est le pétrole et le GNL qui est de... Principalement. Voilà, donc il n'y a pas... GNL, c'est 9,9% ou 10% de ses exportations. 10%. Voilà, et 50% du pétrole. Néanmoins, il a une population qui n'est pas vraiment importante, c'est presque 4 millions d'habitants, d'accord, ça c'est très important. 5 millions, environ. Et voilà, il y a aussi le côté religieux, c'est des ibadites, donc la région de l'Algérie de Ghardaïa, il y a beaucoup d'hommes d'affaires algériens de la région de Ghardaïa qui se sont installés à cette région-là et qui ont pu bénéficier même de la nationalité omanaise. Les Omanais respectent beaucoup l'Algérie, donc il y a beaucoup de choses qui nous lient. C'est un pays, je dirais, à la fois ouvert, à la fois traditionnel, sage. Il ne faut pas omettre que les Omanais, c'était de grands commerciaux dans la région, et avec les Yamanites, et c'est eux qui ont, je dirais, extrapolé la voie de la sagesse de l'islam à travers les pays de l'Asie, notamment la Malaisie, le Singapour, l'Indonésie et pas mal de régions de l'Inde. Et actuellement, Oman cherche à développer ses relations avec l'Algérie. Bien sûr, donc l'Algérie a des potentialités très importantes. Qu'est-ce qu'ils importent des Omanais? Ils importent des électroménagers, tout ce qui est électronique du Japon, de la Corée, de la Chine. L'Algérie, nous avons de l'industrie, je dis, électronique. On peut essayer de pénétrer ce marché-là, qui est moyen, mais que peut-être à travers le port de Oman qu'on peut exporter pour l'Afrique de l'Est, notamment Djibouti, la Tanzanie, etc., d'autres pays. Il y a aussi, je dirais, l'agroalimentaire. Ils sont très intéressés par l'agroalimentaire, notamment les dattes. On peut développer un commerce, je dirais, commun pour l'exportation de certains produits agricoles. L'Algérie, qu'est-ce qu'on peut faire en commun avec eux? La première des choses, je pense qu'on peut réaliser une banque. Avant de parler d'Algérie, je me permets de vous interrompre, Farid Ben Yahya. Le dossier de la coopération entre l'Algérie et le sultanat d'Oman est prévu pour la deuxième partie d'émission. Je me tourne vers vous, Mostafa Mekidesh, pour une dernière question avant de marquer une courte pause. En temps de troubles géopolitiques dans cette région du Moyen-Orient, les terminaux portuaires du sultanat d'Oman, nous en avons parlé, sont-ils les plus gros atouts en matière de commerce international, ou est-ce que le sultanat Oman dispose d'autres atouts insoupçonnés, comme vous l'avez dit? Non, mais nous avons vu donc l'un des premiers atouts, c'est sa capacité de faire le go-between entre des positions géostratégiques qui peuvent être en conflit, ou en tout cas en compétition pour le moins. Et par conséquent, ça c'est un premier atout. Donc il est, si vous voulez, un exportateur net, si vous voulez, de paix dans la région, comme disait notre ancien ministre des Affaires étrangères. Et ça signifie donc qu'il a donc ce rôle, ce premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il est aussi au sein, si vous voulez, du Conseil de coopération du Golfe,
il joue un rôle stabilisateur aussi. Donc il est loin des positions, si vous voulez, de confrontation que peuvent prendre certains autres certains autres membres du Conseil de coopération du Golfe. Il est sur des positions pacifiées. Parce que ces préoccupations sont tournées d'abord vers son développement et la diversification de son économie, qui est d'ailleurs perceptible. Hein. Ce n'est pas uniquement un pays pétrolier, puisque plus de 40% de son PIB provient d'autres ressources que les hydrocarbures. Notamment l'industrie de la transformation. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même corriger. C'est-à-dire que son sentier, si vous voulez, de diversification, il a commencé déjà en 2014, comme je vous l'ai dit, à la suite de la crise qui a amené son endettement, dont il est en train de sortir. Il faut bien remettre ce contexte. Oui, à l'époque, le pays avait atteint même une inflation supérieure à 2 chiffres. Absolument. Et il est donc un fournisseur d'hydrocarbures de l'Inde aussi, avec lesquels il a donc une forte communauté émigrée, donc indienne, qui participe, si vous voulez. D'aucuns diront peut-être, Mostafa Mekidesh, qu'il est entouré par des cadors en matière de production d'hydrocarbures. Qu'est-ce qui lui donne autant confiance justement à poursuivre sa stratégie en matière d'hydrocarbures alors qu'il est entouré des Émirats, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des producteurs monstres en matière d'hydrocarbures? Mais ça, c'est... Est-ce que c'est sa position stratégique, justement, géostratégique? Sa position stratégique, elle est fondamentale. Donc, il est si vous voulez, dans une région où passe par le détroit d'Ormuz, donc passe les quantités importantes dont vous parlez de ces pays-là, donc de GNL, surtout de GNL, de pétrole brut, de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar, et que par conséquent, il ne faut pas réveiller donc quelqu'un qui dort. J'essaie de schématiser. Si jamais il y a des troubles au niveau du détroit d'Ormuz et que les navires ne peuvent plus passer le détroit d'Ormuz, le Sultanat d'Oman est le seul pays peut-être qui se trouve en aval du détroit d'Ormuz et qui donc peut continuer à fournir des hydrocarbures à ses partenaires. Voilà peut-être qui fait la différence. Ça dépend de la nature, si vous voulez, de la menace. Oui. Si l'Iran donc se sent menacé, il est évident qu'elle a des capacités, si vous voulez, de nuisance importantes qui peuvent avoir un impact sur si vous voulez, les positions de pacification ou de go-between que peut prendre Oman. Mais simplement, ils ont de bonnes relations avec l'Iran aussi. Donc, ils ont de bonnes relations avec tout le monde. Avec les autres membres du Conseil de coopération du Golfe, avec l'Iran, qui sont les voisins les plus proches, et avec la plupart des pays arabes. Exactement. Aussi. Et surtout donc avec l'Algérie. Et aussi avec la Chine, l'Inde, donc qui constitue de gros consommateurs d'énergie, leurs clients, et avec lesquels dont ils ont une partie de la communauté, si vous voulez, indienne, qui est chez eux. Donc, très bien. Tous ces aspects-là font en sorte de consolider leur position de médiateur. Mostafa Mekidesh, nous marquons une toute petite pause, mesdames et messieurs, avant de revenir au débat. Restez sur Al24 News. À de suite. De retour sur le plateau des pros de l'écho, madame, monsieur. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons d'économie du Sultanat d'Oman ce soir avec nos experts. Selim Saifi, je me tourne vers vous, évoquant à présent un projet d'envergure. Mostafa Mekidesh l'a évoqué tantôt. Il est initié par le Sultanat d'Oman en 2021. Il s'agit de cette fameuse vision 2040. Est-ce que c'est là l'ambition d'un futur Oman à l'économie diversifiée? Que pouvez-vous nous en dire? C'est l'objectif. En fait, c'est une stratégie de diversification, donc vision 2040. La plupart des pays du Golfe ont ce type de vision, notamment jusqu'en 2030. Ce plan, il a été lancé fin 2020. Mais avant d'en parler, il est important de rappeler quelques éléments sur la dynamique en cours à Oman. Il y a déjà plusieurs réformes pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs, des incitations fiscales, des facilités pour la création d'entreprises, la mise en place de franges jaunes. Et donc, ce plan s'inscrit dans cette dynamique-là. Il vise en fait principalement à réduire la dépendance au pétrole et à diversifier les sources de revenus à travers le développement de secteurs comme le tourisme, on en a parlé, le tourisme durable, la logistique et le transport,
les industries manufacturières de transformation, notamment de des mines, l'agriculture et la pêche. Et ce qui est particulier et intéressant dans cette vision, c'est qu'en fait, ils se sont fixés des objectifs très ambitieux, notamment comme par exemple, d'ici 2040, avoir la part des IDE environ de 10% du PIB, d'augmenter le PIB par habitant de moins 90%, de porter la part des hydrocarbures à moins de 10% du PIB et d'être classé parmi les 20 pays les plus performants en matière de préservation de l'environnement. Ça, c'est vraiment un facteur différenciant d'Oman par rapport aux autres pays du Golfe. La prise en compte des facteurs de préservation de l'environnement dans le développement de l'économie, ce sont des éléments qui ne sont pas, dans tous les pays de la région, pris en considération. Très bien. Farid Ben Yahia, en réponse aux contraintes budgétaires, le sultanat d'Oman favorise depuis quelques années l'entrée d'opérateurs internationaux sur l'amont pétrolier afin d'alléger le poids des investissements supportés. On tend tout simplement de développer l'aval qui reste assez marginal. Le pays entend aussi s'appuyer sur son potentiel en gaz naturel. Mostafa Mekidash l'avait évoqué. Est-ce qu'il faut y voir une brèche à exploiter pour nos entreprises algériennes, à commencer par la Sonatrach? Effectivement, donc l'Algérie dispose d'une compétence avérée dans le domaine des hydrocarbures, notamment le gaz. Nous avons une expérience de plus de 60 ans dans ce domaine-là. On a eu intervenu dans pas mal de pays, en Amérique latine, au Pérou, en Libye, en pas mal de pays africains. Et les Omani, je pense qu'on a fait beaucoup de choses, même pour les Émirats arabes unis, le Qatar. Il y a beaucoup de nos ingénieurs qui se sont installés dans ce pays-là, qui ont donné, je dirais, un élan adéquat. Notamment en matière de formation, Farid Ben Yahia. Oui, en matière de formation, bien sûr, nous avons des écoles comme l'IAP, l'IANH, l'ensemble des écoles des hydrocarbures. On a formé les ingénieurs de puits, les hydrocarbures, donc l'économie pétrolière, etc. Et je pense que les Omani cherchent à avoir cette compétence parce qu'ils font confiance aux Algériens. Parce qu'il y a une nouvelle politique actuellement qui s'installe dans les pays du Golfe, c'est qu'ils veulent remplacer les Indiens, certains Philippins, certains de pays asiatiques par des pays arabes. Donc les Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens, etc. Il y a cette politique. Les Omani aussi, c'est la même chose. Il y a un bon encadrement au niveau d'Oman. Il y a des cadres supérieurs qui se sont installés, même, je dirais, dans des postes clés à ce niveau-là. Et je pense que en matière de développement des hydrocarbures, la Sonatrach pourrait c'est-à-dire développer les champs gaziers ou en amont et en aval, c'est-à-dire même l'unification du GNL, parce que nous avons une grande expérience. C'est vrai que 9,9 des exportations, je dirais, c'est acceptable, mais le marché, c'est un marché qui est très important, notamment pour l'exporter vers l'Inde, vers la Chine, vers d'autres pays asiatiques. Et dans ce domaine-là, on peut faire des joint ventures dans le domaine, que ce soit dans l'amont ou l'aval. Et ça, c'est un domaine qui est très, très important pour l'Algérie. On peut signer aussi des contrats dans d'autres domaines, dans l'industrie, je dirais, pétrochimique, c'est-à-dire l'urée, parce qu'il y a du gaz, d'autres produits chimiques dans le plastique, le caoutchouc, etc., qui peuvent être exportés pour que ce soit en Afrique de l'Est ou dans certains pays asiatiques. Donc, je pense que l'Algérie a de grands atouts à présenter au sultanat de Oman, et je pense que les Omani vont saisir cette occasion pour créer, je dirais, des sociétés, que ce soit mixtes ou une assistance, un accompagnement technique de la part de l'Algérie. Mais il n'y a pas que les hydrocarbures, je pense qu'il y a d'autres domaines que l'Algérie pourrait développer conjointement avec le Roumanie. Moi, je pense que le domaine de la pêche, parce que c'est une zone qui est très riche en produits halieutiques, on peut développer, je dirais, une société mixte là-bas, à l'instar de la Mauritanie. Bon, hélas que la Mauritanie n'avons pas réussi, qui a beaucoup plus peut-être un mauvais management, mais on peut développer cette activité avec la Roumanie. On peut développer aussi, je dirais, les services, parce qu'ils cherchent à développer le secteur du tourisme. Notamment, nous avons des régions magnifiques au niveau du Sahara, que ce soit la région de Mizan, la région de Djanat, Tamanrasset, etc. Même au niveau du littoral, donc nous avons pas mal d'atouts. Autre chose qui est très très importante aussi, je pense que dans le domaine de la finance, les Roumanie
ont pu jouer un grand rôle par rapport aux pays qui étaient sous embargo, que ce soit les Iraniens, les Russes, etc. Et donc, ils ont cet art ou ce savoir-faire, comment contourner les problèmes de SWIFT pour essayer d'équilibrer les importations et les exportations des pays sanctionnés avec des pays occidentaux ou des pays asiatiques. Ils savent le faire, Farid Ben Yahia, sans s'exposer à des sanctions internationales. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a quelque chose de... Oui, parce qu'il y a quelque chose de particulier, je pense que c'est le seul palais, le palais omani, que même les services étrangers n'ont pas pu pénétrer. Oui. C'est-à-dire qu'il est fermé sur eux-mêmes, la décision, elle est entre la famille royale, et quelques sages, quelques experts, mais il y a certains pays occidentaux qui ont essayé de rentrer au niveau des Émirats, qu'ils ont pu, maintenant ils sont un peu, je dirais, chassés d'une manière très délicate, au niveau de l'Arabie Saoudite, mais au niveau de Oman, ils n'ont pas pu pénétrer. C'est-à-dire, ça, je dirais, c'est quelque chose un peu de spécial pour le sultanat de Oman. Et c'est pour cette raison-là que je pense que ces décisions sont des décisions omanaises qui ne dépendent pas, il n'y a pas d'injonction, je dirais, de la part de certains pays occidentaux qui veulent imposer telle ou telle politique à ce pays. Très bien, merci Farid Ben Yahia. Je rappelle par ailleurs que le port à conteneurs de Salalah a été classé par la Banque mondiale comme le deuxième en termes de performance au rang mondial. Mostafa Mekidash à Oman trace un cap. Est-ce que cette vision 2040 traduit au fond de véritables ambitions, les véritables ambitions du pays en matière de développement économique, ce qui m'amène à considérer peut-être que nous avons là une place refuge pour les investisseurs de la région, mais aussi pour leurs capitaux financiers. Oui, mais je voudrais juste préciser, si vous voulez, les fondamentaux de la vision 2040 pour les Omanais. Allez-y. Alors, de ce point de vue-là, il faut quand même savoir que les capacités, si vous voulez, d'exportation d'hydrocarbures deviennent de plus en plus limitées. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, ils ont commencé en amont leur diversification depuis 2014. Oui. Ils entendent décarboner leur secteur énergétique. Ça, c'est une préoccupation en plus. Alors, de ce point de vue-là, donc, leurs capacités d'exportation sont limitées. Pourquoi ? Parce que leurs réserves sont moins importantes, par exemple, que les nôtres. Que leurs voisins, en gaz, également. Que leurs voisins, c'est sûr, mais y compris que les nôtres. Donc, ce qui fait qu'ils se préparent, dans cette vision 2040, à allumer d'autres moteurs de la croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont hors hydrocarbures, mais également dans l'énergie. Dans l'énergie, ce qui peut nous rapprocher, donc, c'est les énergies renouvelables. Notamment l'hydrogène vert. Et ensuite, l'hydrogène vert, si vous voulez, les énergies renouvelables. Et l'hydrogène vert, c'est une si vous voulez, technologie qui est en émergence. Donc, il va falloir d'abord voir les conditions de son retour sur investissement, mais de façon plus proche, les énergies renouvelables sur lesquelles l'Algérie a déjà une expérience, eux aussi sont... Oui, c'est sur le solaire fondamentalement. Donc, il y a là peut-être des synergies à construire entre les opérateurs algériens et omanais. Donc, et c'est pour ça que Sonatrach peut constituer un vecteur avec Sonelgaz d'ailleurs, donc de ce point de vue-là. Sonelgaz pour les énergies renouvelables et Sonatrach pour l'amont, l'aval. Et pour l'aval, si vous voulez, il y a une expérience que j'ai citée tout à l'heure et qui est une réussite dans la coopération. Le complexe d'Arzeux. Eux ont commencé la pétrochimie avant nous. Nous, il y a eu un arrêt il y a quelques décennies, alors qu'on devait donc monter en cadence, ça s'est arrêté pour des raisons qu'on peut expliquer par ailleurs. Ceci dit, si vous voulez, le projet d'Arzeux est une réussite. Le complexe algéro-omanais, si vous voulez, d'engrais, le Jazairiyya al-Omaniyya l'Asmida, c'est une réussite du point de vue industriel et du point de vue financier. Et c'est donc la partie omanaise qui a SPGH, qui a 51% d'actions. Exactement. Et Sonatrach qui a 49% et qui arrive donc à dégager et qui est orienté vers l'export. Qui dégage à 90% de sa capacité de production par l'export. Oui, à l'export, je l'ai dit tout à l'heure, 1 350 000 tonnes, si vous voulez, d'ammoniac, plus 2 400 000 tonnes d'urée, dont une partie pour le marché intérieur et le reste donc, pour le marché extérieur, et qui fait qu'il y a un retour sur investissement intéressant. C'est ce qui peut-être explique la création de ce fonds commun d'investissement
pour voir quels sont donc les projets sur lesquels donc les associés vont pouvoir se diriger. Donc il y a l'hydrogène, vous l'avez dit, oui, mais c'est à la phase expérimentale. Il y a déjà, pour tout de suite, peut-être pour les énergies renouvelables. Il y a également, pour l'amont pétrolier, les expériences Sonatrach dans la décarbonisation, dans les réinjections, si vous voulez, et la diminution de l'empreinte carbone, mais également dans la partie, si vous voulez, exploration, dans la partie, si vous voulez, qui peuvent être échangées entre la partie omanaise et la partie de la Sonatrach. Sur le reste, je pense qu'il y a aussi les autres secteurs, la pêche, on l'a dit, le tourisme où ils sont plus avancés que nous. Oui. Et sur lesquels donc, il peut y avoir des... Je rappelle le revenu de 3,3 milliards de dollars voilà, et la pêche, donc, sur lesquels ils ont des ressources, si vous voulez, sur le long terme. Très bien, merci Mostafa Mekidesh. Et dans le cadre justement de la visite d'État effectuée cette semaine par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au Sultanat du Oman, la coopération économique bilatérale et les perspectives visant à la renforcer figuraient à l'ordre du jour. Il s'agit avant tout de mettre les bases d'un partenariat solide, pérenne, profitable aux deux parties. Je vous propose de suivre ce sujet avant de revenir au débat. Il est signé rédaction des Pros de l'Écho. Avec l'énergie comme pierre angulaire, la pétrochimie, le tourisme, les services, l'agriculture ou encore l'ingénierie, autant de services qui ouvrent grand les perspectives d'une coopération économique fructueuse entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman. Ces perspectives viennent justement de s'enrichir d'une visite historique du président algérien Abdelmadjid Tebboune au Sultanat d'Oman, portant avec lui plein d'espoir pour les communautés d'affaires respectives, désireuses avant tout d'élever le volume des échanges commerciaux. Nous avons un sentiment positif quant à la propension qu'a le président de la République à prendre en charge nos préoccupations, notamment la question des chaînes d'approvisionnement qui reste le principal obstacle car les consommateurs apprécient beaucoup nos produits et nous espérons que la question soit prise à bras le corps, notamment à travers la création de lignes aériennes pour le fret de produits agroalimentaires. L'autre préoccupation étant celle des normes dont l'absence de conformité empêche certains produits d'être commercialisés ici, mais globalement nous restons assez positifs concernant ces étapes. En 2022, par exemple, l'Algérie a importé pour environ 181 millions de dollars de produits omanais et lui en a exporté pour près de 90 millions de dollars. Les échanges commerciaux entre Oman et l'Algérie n'ont pas encore atteint leur plein potentiel et les possibilités de croissance sont fortes. Le partenariat entre le groupe omanais Souheil Bahouane et le groupe Sonatrach pour produire de l'ammoniac et de l'urée a contribué à positionner l'Algérie comme un exportateur majeur d'ammoniac. Dernièrement, Sonatrach a signé un accord avec Abraj Energy Services pour favoriser la collaboration dans le domaine du pétrole et du gaz, notamment l'échange d'expertise en matière de technologie de forage, sans oublier le développement des énergies renouvelables. Par ailleurs, Oman cherche à dynamiser son secteur de la pêche, notamment ses exportations, et espère de ce fait étendre son marché en Afrique du Nord, notamment en Algérie. La nouvelle vision 2040 du sultanat en matière de développement et d'ouverture économique peut-elle de ce fait constituer une opportunité pour les entreprises algériennes désireuses avant tout de s'exporter vers d'autres horizons inconnus? Le pays offre de nombreux avantages en vue d'accroître la compétitivité des secteurs cibles comme les TIC ou les transports. La visite d'État de 3 jours effectuée par le président Tebboune au Sultanat d'Oman a pour rappel été sanctionnée par un communiqué commun dans lequel il a été décidé la création d'un fonds conjoint qui permettra la mise en place de partenariats dans plusieurs secteurs. C'était donc un avant-goût de ce qui attend l'Algérie et d'Oman, mais également ses entreprises, leurs entreprises en matière de coopération économique. Salim Saifi, des perspectives prometteuses se présentent aux opérateurs économiques des deux pays. Que conseillerez-vous justement aux entreprises algériennes de faire, vous qui connaissez l'environnement économique d'Oman, afin de réussir peut-être leurs investissements futurs dans ce pays? Tout à fait. Alors, je pense que le marché omanais, naturellement, est un débouché pour les entreprises algériennes qui sont de plus en plus aujourd'hui des entreprises exportatrices dans des domaines comme le ciment,
comme la production pharmaceutique ou des domaines dans lesquels l'Algérie exporte déjà. Le plus important, je pense, c'est de pouvoir identifier les bons partenaires locaux qui peuvent accompagner les entreprises algériennes pour distribuer ces produits-là et à terme peut-être évaluer des possibilités de co-investissement, que ce soit en Algérie ou en Oman, entre des opérateurs omanais et algériens. Et je crois comprendre que le fonds d'investissement qui vient d'être mis en place, qui sera mis en place plutôt, vise à apporter les initiatives d'opérateurs économiques algériens et omanais dans ce sens-là, pour pouvoir investir sur le projet d'intérêt commun. Merci Salim Saifi. Mostafa Mekidesh, nous avons entendu un opérateur économique ou un dirigeant plutôt d'une entreprise établie à Oman parler de la problématique peut-être des chaînes d'approvisionnement qui constituent un obstacle devant l'arrivée massive peut-être de produits algériens sur le marché omanais. Comment peut-on y remédier justement? La logistique, moi je pense qu'elles doivent être... Les chaînes logistiques doivent être vues d'un point de vue régional. Ça serait donc des chaînes logistiques qui concerneraient l'ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe et dont le point d'entrée peut être parfaitement donc Oman. Donc ça c'est possible, à la fois sur le plan aérien mais également sur le plan maritime et ça, je pense qu'il va falloir donc avoir donc une réflexion donc opérationnelle, une stratégie opérationnelle pour pouvoir rapidement mettre en place des lignes, si vous voulez, de transport logistique et les faire connaître. Et ça serait déjà pour des produits qui sont déjà éligibles à l'export et qui sont disponibles. On peut considérer l'agroalimentaire, par exemple. Donc on peut considérer également d'autres l'agroalimentaire est le mieux loti, selon vous, pour pénétrer rapidement le marché omanais? Déjà, par exemple, l'investissement en marketing a été déjà fait pour un certain nombre de produits. Je rappelle Morjan, donc qui est une pâte à tartiner algérienne, pas uniquement en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Moyen-Orient. Dans les pays du Golfe, Et dans les pays du Golfe, ça peut être aussi d'autres produits qui étaient importés d'Asie lointaine ou d'Europe lointaine, et qui peuvent donc également provenir d'Algérie. Et ça, je pense que ce sont autant d'aspects sur lesquels donc il peut y avoir rapidement, si vous voulez, des résultats qui peuvent avoir un effet levier sur l'élargissement de nos échanges, qui sont à moins de 100 millions de dollars. Exactement. Ce qui est quand même peu. Et ça, donc ça peut être élargi, à la fois pour avoir une porte d'entrée à partir d'Oman. Vous avez parlé de 2 ports qui sont importants. Vers d'autres marchés. Mais qui seraient non seulement des ports pour le marché omanais, mais pour l'ensemble des pays l'Asie du Sud-Est notamment. Oui. Non, des pays du Golfe. Du Conseil de coopération du Golfe, puisque Oman est membre. Donc, dès que ça rentre dans un des pays du Conseil, ça peut rentrer dans les autres pays. Donc, système de communauté économique tel que je pense à celui de l'Union européenne. Aux voisins immédiats d'Oman, qui est donc les Émirats, le Qatar et d'autres, Bahreïn, qui est un petit marché, mais qui est quand même, et le Koweït. Donc ça c'est possible, et je pense que c'est un prérequis, avec évidemment si vous voulez, le déploiement bancaire que nous devrions avoir, peut-être ouvrir des agences de nos banques dans la capitale Doha, qui peuvent permettre, si vous voulez, de supporter et d'accompagner nos exportateurs, comme on l'a fait, si vous voulez, en Mauritanie, dans des marchés beaucoup plus étroits, comme la Mauritanie, et même donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une démarche qui peut être une démarche systématisée pour pouvoir donc apporter. En plus, si vous voulez, des accords bilatéraux et des investissements conjoints qui peuvent s'appuyer sur le fonds d'investissement commun qui vient d'être créé pour les énergies renouvelables notamment, et pour l'hydrogène plus tard, et également pour d'autres aspects dans la pétrochimie, puisque nous sommes en plein développement de la pétrochimie. Farid Ben Yahya, rapidement, quels sont les secteurs que, selon vous, seraient les mieux lotis pour, comme l'a dit Mostafa Mekidesh, avoir des résultats rapides sur le marché du Sultanat d'Oman? Je pense qu'il y a 3 secteurs. Pour moi, je pense que le premier secteur, c'est l'agriculture, parce que c'est un pays qui importe beaucoup de produits agricoles. Ça, c'est le premier. Pour le deuxième, je pense que l'industrie électronique est un peu, je dirais, électrique, donc au
de tout ce qui est électroménager, les téléviseurs, donc les réfrigérateurs, les machines à laver, etc. Le secteur algérien est devenu assez compétitif. Oui, c'est-à-dire vis-à-vis du prix international, c'est vrai qu'il y a un peu des Chinois, mais on peut avoir, il y a des niches et on peut, parce qu'il y a une plateforme, je dirais, un peu logistique qui est en train de se créer dans ce pays-là, et on peut exporter non seulement pas pour le Oman, mais d'autres pays, parce que je vous ai dit que les Roumanis sont de grands commerçants, donc le commerce et l'export, c'est un métier déjà, et eux, ils savent faire, c'est-à-dire s'il y a une implantation d'entreprises algériennes au niveau de Oman, de Muscat ou d'autres villes omanaises, et ben on peut exploiter. Donc ça c'est le premier. Donc, le deuxième créneau. Le troisième créneau, c'est les services, que ce soit pour les chaînes logistiques, que ce soit au niveau, je dirais, de la finance, d'autres services, je dirais que les Omanis sont très réceptifs à cela, même la communication. Il y a des sociétés qui seront spécialisées dans la communication. Je pense que les Omanis, ça c'est les plus rapides. Et il y a d'autres créneaux qui demandent un peu de temps, à l'instar de la pétrochimie, de la pêche, de l'industrie de la pêche, des produits halieutiques, parce que si on parle de la pêche, il y a le Fonds mondial, le Fonds monétaire international, Banque mondiale, qui essaie d'accompagner ce pays et d'être un pays, je dirais, leader dans la région, dans la pêche. Si on parle de pêche, donc il y a la pêche, il y a l'élevage halieutique, il y a les produits, je dirais, la farine du poisson, il y a donc les équipements, que ce soit la construction navale des bateaux, la motorisation. Il y a toute une chaîne, voilà, donc les filets de pêche, et autres choses. Donc voilà, ça c'est très important. La formation aussi, on peut les accompagner. Nous avons des écoles de formation concernant Merci Farid Ben Yahya. De pêche, etc. Voilà, donc il y a pas mal d'opportunités avec le Roumanie. Merci Farid Ben Yahya, c'est la fin de cette émission. Merci à vous Mustapha Mekidesh. Merci à Selim Saifi qui était avec nous depuis Paris. Merci à vous mesdames et messieurs d'avoir été encore une fois fidèles au Pro de l'Écho. À la semaine prochaine. Excellente fin de soirée sur le 24 News.